Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à un webinaire sur le BDD, une pratique de test ou de développement. Mon nom est Alissa Aguilar et je suis la coordinatrice d'événements et marketing chez Alitia. Nous sommes très heureux de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. Merci de votre participation. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la section questions et réponses dans votre panneau de contrôle Zoom. Il y aura une période de questions et réponses à la fin de la présentation d'une durée de 5 à 10 minutes. Nous allons vous faire parvenir la présentation par courriel après le webinaire. Pour ceux et celles qui ont réclamé un coupon repas, nous vous enverrons votre coupon promotionnel Uber Eats par courriel après la session. Si vous avez choisi de donner votre coupon à une association caritative, un don sera envoyé au Club des petits déjeuners du Canada, un organisme qui sert de plus de 257 000 petits déjeuners nutritifs dans 1900 écoles partout au Canada. Samia, si tu peux changer la slide, s'il te plaît. Merci. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, Alitia est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alitia compte de plus de 3000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre d'intégrité de Alitia repose sur 4 piliers d'expertise: les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et analytiques. Vous pouvez en apprendre plus sur nous au www.alitia.com. Pour débuter la présentation, nous avons avec nous aujourd'hui Michel Quintal, la chef de la pratique assurance qualité, et Samia Sali, coach en assurance qualité et agile chez Alitia. Sans perdre plus de temps, je donne la parole à Samia et Michel pour débuter la présentation. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, nombreux et intéressés par le sujet de la pratique BDD. Est-ce une méthode de test ou de développement? Puis vous allez voir, on espère apporter beaucoup de réponses sur cette pratique qui prend beaucoup de place aujourd'hui, on va dire, donc, dans le marché. Donc, sans trop m'attarder, donc, je vous présente ici l'agenda. Donc, ce qu'on vous propose de couvrir aujourd'hui, donc, on va parler du BDD. En fait, on va d'abord essayer de comprendre le pourquoi de cette pratique et c'est quoi. Puis, on va aussi aborder les notions de test en agilité. Puis, vous allez comprendre en fait le lien et puis pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous partager ce sujet aussi. On va aussi vous parler des ingrédients parfaits, non pas pour réussir, mais pour échouer dans l'implémentation de cette pratique. Et on va vous partager aussi un parcours, on propose en fait un parcours d'implémentation de bout en bout que nous, on a réalisé avec plusieurs de nos clients et qu'on trouve que ça marche assez bien. Bien entendu, fait qu'on va finir avec donc, vos questions-réponses. Comme l'avait dit bien ma collègue Thalissa, n'hésitez vraiment pas à les partager. Puis elles seront prises en charge par ma collègue Michel Quintal qui va m'interrompre pour essayer d'y répondre ou alors on va les laisser à la fin selon le nombre de questions qui vont rentrer. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Alors, on y va. Donc, pourquoi le BDD? Donc, vous voyez ici, alors tout simplement, c'est une slide qui contient trois images. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues tourner sur Internet. En fait, ce qu'on voit ici, alors si je poserais une question directement, par exemple, sur l'image 3, sur est-ce que vous voyez un 3 ou un 4? Est-ce que vous arrivez à compter 4 bâtons ou 3? Donc, on pourrait avoir des avis partagés. Puis pareil, pour la première image, hein, vous voyez, on a, alors c'est une coupe ou deux visages. Dépendamment de votre angle de vue, vous pouvez voir soit les deux, soit l'une d'entre les deux images. Puis le fameux classique, le 6-9, hein, vous voyez, dépendamment d'où est-ce qu'on peut se positionner, on pourrait le lire différemment. Alors, tout ça pour dire, en fait, finalement, le BDD, c'est une pratique qui est venue en particulier pour venir régler le problème de perception et de perspective. C'est-à-dire, ce qui arrive souvent dans les projets, c'est qu'on a une situation, on peut l'exposer, puis dépendamment des angles de vue, qu'on pourrait avoir finalement plusieurs compréhensions de la situation. Et le BDD est arrivé justement pour nous aider à avoir une compréhension commune
avant de débuter un projet ou le développement. Donc, le pourquoi, là, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est pour cette raison que le BDD est arrivé. Donc, résoudre le problème de perspective et de perception. Donc, je vais poursuivre. Donc, le BDD, c'est quoi? Alors, ce que vous voyez ici, là, c'est vraiment selon comment nous, en fait, on le décrit tout en restant simple. C'est-à-dire, vous allez voir, ce n'est pas technique. Donc, le BDD, pour nous, c'est une pratique de développement. Alors, s'il y a quelque chose à retenir, donc c'est bien ça. Puis, on répond à la première question, au titre, finalement, du webinaire. Oui, donc, c'est une pratique de développement dont le but est de collaborer, en fait, de créer, favoriser la collaboration et pour créer une compréhension commune entre ce que le client veut, hein, ce que le client exprime, ce que l'analyste d'affaires ou le PO on comprend, ce que l'analyste fonctionnel écrit ou décrit ou fait comme expression de besoin, ce que le développeur développe et ce que le testeur teste. Alors, vous voyez, vraiment, on a gardé ça simple pour vraiment pour comprendre la base, en fait, pour démystifier le flou. Donc, c'est Behavior Driven Development. Donc, c'est une pratique de développement d'abord et avant tout. Mais vous allez voir, il est vrai que c'est une pratique qui aide à produire un produit de qualité. Puis, on va voir ça comment dans le détail plus tard. Alors, ce qu'on voit ici dans les slides, on voit donc c'est ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette compréhension commune est formulée donc avec le langage Gherkin, on va le voir aussi plus tard un petit peu plus dans le détail, qui nous aide à exprimer en fait la compréhension avec des scénarios. Puis on a aussi le dispositif de trois amigos, donc ce sont des ateliers justement qui sont mis en place avant de débuter chaque développement d'une user story. Donc, on met en place un trois amigos pour nous entendre sur les scénarios, sur la compréhension avant de débuter les travaux. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pratique, elle nous ramène à un autre niveau d'automatisation qui est plus orienté donc à faire. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment ça. Après, il y a des détails là-dessus. Samia, Oui, Michel? je t'interromps tout de suite, je m'excuse. J'ai une question pour toi. Donc, là, on dit que c'est une pratique de développement et souvent, on associe le BDD beaucoup plus à une pratique de l'assurance qualité. Donc, qu'est-ce qui apporte ce niveau de confusion-là? Pourquoi ça appartient plus au dev qu'au QA à ce moment-là? En fait, alors c'est ça. Fait que ça appartient au dev. Alors, ben, il y a des parties de réponse qui vont être données dans les slides suivantes. Alors, c'est sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que ça appartient à une équipe, à l'équipe tout entière. Donc, versus le TDD, si vous avez déjà entendu parler, qui c'est clair, là, ça appartient aux développeurs. Et puis, pourquoi est-ce qu'en fait, il y a eu la confusion? Moi, mon constat est que souvent, quand des équipes décident d'aller de l'avant avec cette pratique, donc on a soit les QA qui en comprennent que c'est une pratique de test, et donc ils vont dire, ben, on va commencer à formuler nos scénarios en Gherkin. Donc, ils se pensent être BDD en faisant ça, et aussi automatiser les tests. Ou alors, des fois, on a les devs qui le prennent, fait qu'ils veulent ramener un autre niveau de qualité, mais en restant dans la même démarche du TTD, fait qu'ils vont aller faire ce virage sans impliquer donc l'équipe. Donc, je pense que la confusion est venue de là, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'insiste dans cette slide, c'est important de comprendre que cette pratique est d'abord là pour venir régler le problème de compréhension commune et qui doit donc impliquer toute l'équipe. OK, donc il y aura un impact sur le rôle du QA dans ces équipes-là à ce moment-là. Effectivement, donc quand on comprend bien la pratique, alors le QA devrait se réajuster dans ses activités. Et moi, je te dis, donc, dans l'un de mes constats, au contraire, fait que le QA pourrait enfin s'occuper de tous les tests qu'on ne s'occupe jamais, puis que vous le savez, là, les tests d'utilisateurs, les tests de performance, les tests de sécurité, les tests de robustesse, justement, s'occuper des vraies tâches de valeur. Et là, par contre, son rôle, c'est justement de venir aider l'équipe à la formulation des scénarios en Gherkin, de faire des peer reviews, justement de comprendre la couverture qui est ramenée à ce niveau-là pour venir compléter et non pas dupliquer justement ce qui est déjà codé finalement. Donc, au contraire, donc, moi, je le vois comme une opportunité pour les QA pour grandir encore plus et travailler sur des activités de valeur. Merci. Plaisir.
Donc, vous voyez, donc j'ai parlé un peu de la philosophie donc derrière le TDD. Alors, vous allez voir pourquoi c'est important d'aborder ça avant d'aller dans le BDD. Donc, alors, pour ceux qui le savent ou qui ne savent pas, je vais le décrire tout simplement encore une fois, la philosophie derrière le TDD, ce qu'il faut comprendre, c'est le fait de commencer son code par le test. C'est-à-dire, je code d'abord mon test, puis j'écris mon code et j'arrête d'écrire mon code quand mon test passe. Donc, c'est comme si on mettait un critère d'arrêt en partant, puis on le code, puis on arrête de coder quand ça marche. Alors, ce que cette pratique permet de ramener, alors vous allez voir les équipes qui ont réussi à implémenter cette pratique. Donc, le pattern qu'on voit, c'est qu'on n'a plus de développeurs qui disent, ben, j'ai fini, mais il me reste à coder les tests unitaires. En fait, ici, là, quand on dit j'ai fini, c'est-à-dire j'ai fini d'écrire mon code et mon test unitaire qui teste le code. Donc, c'est sûr, ça prend quand même un niveau de maturité, d'expertise du côté développeur. Puis justement, si on revient donc un peu donc, entre le TDD et le BDD, donc Test Driven Development et Behavior Driven Development, ce qui réunit ces deux pratiques, c'est vraiment l'approche de Test First Code. C'est-à-dire, je code mon test, puis j'écris mon code, j'arrête d'écrire mon code quand mon test passe. Ce qui les distingue, par contre, fait qu'on a, quand on parle de TDD, donc là, on parle des tests unitaires, on cible les tests unitaires. Aussi, ça concerne les développeurs et quand on est dans le TDD, c'est-à-dire notre mindset est, OK, là, on est en train de travailler pour bâtir le produit de la bonne façon. Par contre, quand on voit le BDD, qu'est-ce qui change? C'est-à-dire là, on est dans la validation fonctionnelle ou du comportement, hein, si on traduit. Donc, vraiment, on valide le comportement du système, de l'application. Et aussi, on est dans une approche, est-ce qu'on est en train de bâtir le bon produit? Et ça implique toute l'équipe. Alors, bâtir le bon produit et le fonctionnel, ce volet-là, qu'est-ce qui le ramène, hein? Donc, justement, c'est le fait de formuler ces scénarios en Gherkin, qui viennent d'où finalement, ils viennent des critères d'acceptation qui sont déjà posés par le PO. C'est ça qui nous ramène vers, on est en train de bâtir le bon produit. Mais techniquement, comment ça se traduit? C'est-à-dire que le développeur va prendre le test en Gherkin, puis il va créer sa structure de code en partant de ça, puis il va s'arrêter quand ce test passe. Donc, encore une fois, quand on dit est-ce qu'on a fini? Oui, on a fini, puis on a non seulement les tests unitaires qui valident que le code est bien bâti, mais aussi les tests de comportement qu'on s'est entendu dans le 3 Amigos pour valider que ça répond aux besoins. Donc, mais attention, ce qu'il faut comprendre, alors je ne l'ai pas dit, là, on parle, donc je cible, si on fait le BDD, ça ne veut pas dire qu'on a fait tous les tests, ça ne veut pas dire qu'on a couvert tous les tests. On va le voir un peu plus tard. Donc, alors ici, donc le Gherkin, fait qu'on en a parlé tout à l'heure, donc finalement, Gherkin, c'est quoi? C'est un langage naturel par mots-clés. En fait, là, on voit il y a juste 3 mots-clés, donc given, when, then. Puis vous allez voir sur Internet, donc il y a plusieurs autres mots-clés, puis je vous invite vraiment à aller voir, il y a beaucoup de documentation. Donc, le principal, c'est quoi qu'il faut comprendre? C'est-à-dire, on a notre critère d'acceptation, et là, on va venir l'éclater en plusieurs scénarios, justement pour répondre à ce critère d'acceptation. Dans les exemples que j'ai ici, ce sont des exemples simples, en fait. Vous voyez, donc on a given, le contexte, comme ici, given la rencontre des 3 amigos, when je formule mes scénarios de test, donc l'action que je fais, then j'utilise le Gherkin comme langage. Et ça, c'est comme le résultat attendu. Donc, si vous comprenez, c'est qu'on a un contexte, une action, puis un résultat attendu. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a des bonnes pratiques aussi à suivre dans le Gherkin, comme n'importe quel langage de programmation. Il y a de la documentation sur Internet, mais je vous invite vraiment à garder ça en tête. Les 3 amigos, donc on en a parlé tout à l'heure, le 3 amigos. Donc, le 3 amigos, c'est un dispositif, donc c'est une rencontre finalement sous forme d'atelier dont le but est de rassembler les membres de l'équipe, représentants de chaque expertise au minimum. Ici, ce qui se passe en fait, c'est que le PO va venir exposer son besoin d'affaires, qui peut être sous forme d'une user story, et les critères d'acceptation. Alors, les membres de l'équipe, à ce moment-ci, ils vont donc valider leur compréhension à travers des questions qui peuvent être posées comme « OK, qu'est-ce qui arrive si… OK, je fais qu'on sort un peu des critères d'acceptation pour voir d'un point de vue alternatif, s'il y a des scénarios alternatifs qu'on doit couvrir aussi. Donc, qu'est-ce qui arrive si ou sinon si? Alors, souvent ici, j'invite les équipes
à s'outiller, donc des 6W, 6W. Donc, finalement, on peut imaginer poser des questions. Donc, c'est quoi, pourquoi, quand, comment, qui. Et puis, à la sortie de cet atelier, donc l'équipe, normalement, aura eu une compréhension commune et elle aurait réussi à formuler ce scénario en Gherkin, généralement. Alors, vous voyez, j'ai mis souvent. Puis, en fait, pourquoi je mets souvent? Parce que souvent, quand on démarre dans la pratique du BDD, ben, en fait, on peut découvrir d'autres problèmes qu'on n'a pas vus, mais cet atelier va nous permettre de voir. C'est-à-dire, quand on s'éternise, si on voit qu'on s'éternise dans la rencontre, ben, c'est sûr qu'il faudra se poser la question, est-ce que notre récit a été assez raffiné? Est-ce qu'il est ready? Donc, souvent, ça nous ramène à d'autres problèmes à résoudre en amont. Donc, soyez attentifs, justement, si jamais vous êtes là-dedans ou vous comptez démarrer dans cette pratique. Samia, on parle Oui. de tri amigos, mais en même temps, on dit que ça rassemble les membres d'une équipe. Donc, ça veut dire certainement, surtout chaque expertise. Donc, pour moi, bon, ça amène à avoir plus de participants là-dedans. Est-ce qu'il y a un nombre maximum ou un nombre optimum de participants à ce genre de rencontre? Ah, alors, c'est sûr, ça reste donc, la décision de l'équipe du nombre maximum, mais c'est sûr, ce qu'on veut dire par finalement, le 3 ici, hein, ce n'est pas 3 membres. Donc, ça, c'est important de le retenir. Et rassembler toutes les expertises, c'est-à-dire dans une équipe de développement, on peut avoir, par exemple, un expert UX, dépendamment de l'objectif. L'expert back-end, front-end, dépendamment de la constitution de l'équipe, le testeur, l'analyste. Donc, l'idée est toujours de partir. Ce qui est important, c'est que ce sont les personnes qui vont réaliser le travail qui doivent être à cette rencontre-ci. Et donc, on peut imaginer un développeur, chaque développeur se dit, ben, moi, je vais porter le ballon de cette user story, mais c'est important qu'il y soit dans la rencontre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est important, est-ce que ce soit les personnes qui réalisent le travail, qui participent au flux, peu importe, soit dans les tests, soit dans les maquettes, soit il faut qu'ils soient partie prenante de cet atelier. Okay. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça s'inscrit dans le fond dans les différentes rencontres là, qui font partie du processus agile, donc dans un sprint. Est-ce que le Scrum Master a un rôle particulier à jouer dans ce genre de rencontre? Alors oui, en fait, je te dirais même, en fait, c'est un catalyseur. Il devrait être un facilitateur justement de ces ateliers quand il démarre et être attentif justement si on voit que ça prend trop de temps, par exemple, ben, d'adresser les vrais problèmes et de ne pas les bâcler. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que ben, on est dans le flux Amigos, on n'arrive pas à écrire les critères d'acceptation. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on s'étire. On s'étire, puis nos 3 Amigos vont devenir un problème. Or, si on est bien attentif, puis le Scrum Master, généralement, ont cette faculté, c'est pour ça qu'ils sont des Scrum Masters, ils vont être attentifs pour comment, ah non, peut-être la user story n'est pas assez ready. Donc, se rencontrer avec le PO, revoir le definition of ready. Aussi, peut-être prendre des décisions live, donc ramener le PO à dire, ben, finalement, on voit que la portée s'est étendue. Est-ce qu'on a quelque chose à déprioriser? Donc, je te dirais, dans un premier temps, oui, il a un rôle clé pour justement faciliter jusqu'à ce que l'équipe soit assez autonome. Et à ce moment-là, ce que j'ai vu, le pattern que j'ai vu, c'est que les QA de l'équipe deviennent owner, on va dire, de ce processus. Donc, j'espère que ça l'a répondu. Oui, c'est clair. Parfait, merci Michel. Donc là, on arrive fait que là, je vous propose un tout petit sondage de 3 questions. Puis l'idée, en fait, c'est vraiment de voir les réponses, puis de voir s'il y a des éléments sur lesquels je devrais appuyer encore plus. Donc, je vais vous le lancer tout de suite. Puis, on va prendre 1 minute, 2 minutes, le temps que vous puissiez répondre. Est-ce que vous voyez le sondage? Oui, le sondage est... Fait que Michel, tu le vois bien, le sondage affiché à l'écran? Oui, tout est là. Parfait. Donc là, je vois des votes qui s'en viennent. Parfait, ça continue de monter. Parfait. Est-ce que ça continue de bouger? J'ai 20 votes. Ça monte, ça continue de monter, OK.
Samia, pendant que les votes montent, est-ce que je peux te poser une question qu'on a eue? Oui. On a quelqu'un qui nous demande si les Triamigos sont time-boxés. Alors, oui. Alors, moi, ce que je suggère, c'est qu'on part sur 1 heure. Alors, time boxé, oui, sur 1 heure. Mais comme je dis, l'idée, ce n'est pas ne pas tomber dans le piège de bâcler. Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'on est en train de faire le Three Amigos pour avoir la compréhension commune. Mais si on voit qu'on n'y arrive pas, donc il faut résoudre le problème qui fait que. Donc oui, c'est time boxé. Moi, je suggère de démarrer toujours avec 1 heure. C'est le timing que je vois pertinent. Si ça s'éternise, donc l'équipe peut décider de dire, OK, peut-être 30 minutes de plus, puis il nous reste juste ça. Donc, focuser sur la compréhension commune. Sinon, parce que dans les patterns que j'ai vus aussi, malheureusement, c'est qu'on bâcle. On oublie que finalement, on fait cet atelier pour avoir la compréhension commune. Donc, on bâcle. OK, on fait 1 heure. Or, on va sortir, on n'a pas compris. Et d'ailleurs, justement, dans les suggestions que je fais, c'est qu'on peut faire un compromis, c'est-à-dire de voir, OK, on l'a eu, la compréhension commune, mais on n'arrive pas à rédiger les scénarios Gherkin. Et à ce moment-là, le type de compromis que j'ai vu qui fonctionne très bien, fait qu'un volontaire de l'équipe va se prononcer, il va les écrire juste après, mais c'est important de faire comme un autre 15 minutes pour passer à travers pour les valider. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Sinon, il ne faut pas hésiter. Je te laisse terminer le sondage. On a eu une autre question, mais sinon, on va la garder pour la fin si ça compromet le timing. Parfait. Donc là, je pense qu'il y en a 27 votes, mais je vais quand même mettre fin au sondage, puis vous partagez le résultat. Parfait. Alors, donc on voit donc le BDD est une méthode de test, vrai ou faux. Alors, on voit que la plupart ont répondu que c'est faux. Donc, en effet, donc c'est faux. On avait dit que le BDD est d'abord, avant tout, est une méthode de développement, est une pratique de développement. Donc, Behavior Driven Development. Dans la deuxième question aussi, donc nous devons choisir entre le BDD et le TDD. Alors, je suis bien heureuse. Je vois que la plupart ont répondu que c'est faux. Effectivement, et puis on va le voir un petit peu plus tard. Donc non, ce sont des pratiques complémentaires. Et d'ailleurs, vous allez le voir plus tard, on ne peut pas faire du BDD si on n'a jamais fait, si on ne fait pas du TDD. Je vais vous l'expliquer pourquoi tout à l'heure. Puis quand nous faisons du BDD, les tests unitaires ne sont plus nécessaires. Alors on voit que la plupart ont répondu que c'était faux. Effectivement, donc, mais bien qu'on on passe vers le BDD, les tests unitaires restent importants, le fondement finalement de nos tests. Puis on va voir un peu pourquoi. Merci beaucoup de votre contribution. Donc, je vais arrêter de partager les résultats. Puis, on va continuer la suite. Oui, Michel? Samia, j'ai eu deux autres petites questions, puis je voudrais juste voir si on peut y répondre rapidement. Je pense qu'on peut, oui, vas-y. Oui, j'ai une question qui demande, c'est une rencontre qui s'ajoute le Triamigos, je réfère toujours au Triamigos. Est-ce que c'est une rencontre qui s'ajoute au grooming ou la remplace? En fait, non, elle ne la remplace pas. Elle devrait, alors le Three Amigos, normalement, il devrait venir juste après le sprint planning. C'est-à-dire quand l'équipe aura décidé de quel récit devrait être pris pour commencer le développement. Et donc, c'est d'y aller récit par récit. Parce que la portée du Three Amigos, il faut que ça soit sur le récit. Alors, pourquoi ça ne remplace pas le Three Amigos, le raffinement? Parce que dans le raffinement, le travail à faire, c'est de rendre les récits utilisateurs ready. Hein? C'est-à-dire, c'est là qu'on devrait avoir les critères d'acceptation, les prérequis techniques, le design de l'architecture. Donc, la réponse est non, mais c'est une rencontre à intégrer juste avant de commencer le développement, après le sprint planning, récit par récit. Et tu vois, la deuxième question, je pense qu'elle est très, très similaire à celle-ci. C'est la rencontre des Triamigos n'est-elle pas un complément à la rencontre du raffinement en se concentrant sur les points plus complexes à raffiner? En fait, alors, elle est complémentaire, moi je dirais complémentaire, oui, mais en même temps, contrairement au raffinement, c'est que là, on a un objectif précis à atteindre, c'est-à-dire on doit permettre le développeur de coder, de commencer son code avec les critères d'arrêt, d'acceptation, enfin des scénarios qu'on a identifiés. Donc, ça va quand même un petit peu plus loin, chose qu'on ne s'attend pas forcément au raffinement. Donc oui, ça complète, mais l'objectif ici, c'est pour actionner.
Donc, on est rendu à l'action. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt, si jamais on découvre, puis il arrive souvent, surtout au début, il arrive souvent, eh ben, on réalise à ce moment-là, non, finalement, le récit n'est pas ready. Donc là, il faut voir avec le PO, qu'est-ce qu'on fait? On prend la décision de le parquer ou alors on continue quand même. Donc, il suffit d'en être conscient et puis d'apporter les réponses. C'est bon, je continue? Oui, tout à fait, oui. Super, merci. Donc, parfait. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, donc, quand on lance dans la pratique du BDD, il ne faut pas égarer toute la notion des niveaux de tests et des types de tests. Ça, c'est très important. Et souvent, le pattern que j'ai vu, c'est que ça s'oublie. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard dans les slides. Donc, on est tout d'accord que les tests, il y a des niveaux de tests. Hein? Fait qu'il y a les tests unitaires et composants, les tests d'intégration, les tests de système et les tests d'acceptation. Ce qu'il faut comprendre pourquoi on parle de pyramide, c'est que plus tôt on automatise en test unitaire, plus le coût, plus le ROI, plus on voit un ROI. Donc, toujours, il faut garder le réflexe de dire quels sont les tests qu'on peut automatiser au niveau unitaire, lesquels on devrait faire au niveau fonctionnel et donc à travers les scénarios Gherkin. Puis, qu'est-ce qui nous reste à couvrir? Donc, comme je disais tantôt, alors si je fais un petit peu une situation, donc mettons qu'on fait la pratique TDD, excusez-moi, ça veut dire on est dans le test unitaire. Si on intègre donc le BDD, ça veut dire on va couvrir encore un petit peu plus haut dans la pyramide, c'est-à-dire on va arriver jusque-là. Mais il va rester un niveau qui ne sera pas couvert par les deux pratiques et c'est très important d'en être conscient et c'est exactement là que le QA devrait intervenir pour venir compléter et non pas répéter ce qui est déjà couvert. D'accord? Donc ça, c'est le niveau test et en fait, ce qu'il faut retenir aussi, il y a autant de pyramides. Alors, vous allez voir sur Internet, il y a autant de pyramides que de recherches que vous allez lancer. La clé, le facteur de succès, c'est que dans l'équipe, vous utilisez les mêmes termes pour les mêmes niveaux. Donc, il faut vous s'entendre dans l'équipe, prenez-la, mettez vos propres définitions. Le plus important, c'est que quand vous vous parlez, vous êtes entendu. Donc, c'est le facteur. Donc, je ne vous demande pas de retenir celle-là par cœur. Alors, pareil pour les types de tests. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des niveaux de tests. Alors, les niveaux de tests, on en parle souvent quand on les adresse, quand on veut adresser le volet automatisation. Et quand on construit, c'est-à-dire on est en train de construire notre user story, on veut la coder, elle n'existe pas encore. Les types de tests, quant à eux autres, souvent, en fait, on en parle quand on a déjà notre core de feature, mais on veut comme si on a d'autres objectifs. Alors, ce qu'il faut retenir ici, il y a les tests de régression, par exemple. Donc, ceux-là, on entend donc souvent parler. Oups, excusez, il y a le sondage. Donc, on a donc les tests de régression. Ben, en fait, le but, l'objectif précis, mais qui englobe plusieurs fonctionnalités, c'est de dire, OK, est-ce que mon changement que je viens d'apporter, là, n'affecte pas ce que j'ai déjà livré? Alors, encore une fois ici, le but n'est pas de vous expliquer, de m'éterniser dans les types de tests, mais d'en être conscient. Et donc, pourquoi j'envoie ce message? Ce n'est pas parce qu'on a mis en place le TDD et le BDD qu'on a couvert tous les types de tests. Mais soyez-en conscients pour intégrer ça dans votre stratégie. Je poursuis. Parfait. Donc, tout ça aussi pour dire, ce qui me ramène à vous dire, donc le plus important dans l'équipe, c'est de rechercher un équilibre dans les tests. Alors ça, c'est le quadrant des tests agiles, donc fait par Brian Marick. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans les tests, finalement, il y a les tests niveau qui sont affaires, orientés affaires, puis il y a des tests qui sont orientés donc techniques. Et ce qu'il faut comprendre aussi, donc dans le quadrant de tests, donc, il y a des tests qu'on met en place qui nous permettent d'être proactifs, puis il y a des tests qu'on met en place qui nous permettent de valider, donc de valider que ce qu'on a fait répond aux besoins. Donc, l'idée, dans l'agilité, en fait, l'équilibre parfait que vous allez essayer de viser en tout temps, c'est le Q2 et Q3, c'est sûr, c'est important d'en avoir, et le Q1. Donc, ça, il faudrait que ce soit au même niveau. Après, dans le Q4, on voit ça, ça va dépendre de la portée, des objectifs, puis d'où est-ce que vous êtes rendu dans le projet. Mais l'équilibre parfait, c'est comme 3 carrés, Q2, Q3, Q1. Samia, le BDD, Oui? on le positionne où à ce moment-là? Dans quel cadran on le positionne? Alors, parfait. Donc, le BDD, donc, on le positionne donc, dans le Q2. Donc, c'est une pratique qui est proactive. Elle nous ramène à produire la qualité, mais qui est orientée sur les tests fonctionnels de comportement. Et donc, le TDD, il viendrait ici.
Ah, vous voyez, il reste de la place. Fait que là, pour les QA, là toujours, donc ce n'est pas parce qu'on a fait vos devs, code, les tests automatisés, fonctionnels et unitaires que vous n'avez rien à faire. Au contraire, je pense que votre travail prend du volume. Parfait. Donc, finalement, même si je l'avais donc dit un petit peu tantôt, donc comment on peut imaginer, donc le TDD et le BDD, ce sont des pratiques complémentaires. Et puis, ça fait, donc en équilibrant, ça nous aide juste à augmenter au niveau d'automatisation en produisant, en fait, en codant dans la phase de code. Parfait. Donc, Cucumber vs SpecFlow. Alors, ça, c'est la partie outils. Donc, j'imagine, il y en a peut-être qui se posent la question, quels sont les outils si on veut embarquer justement dans l'automatisation des tests Gherkin. Donc, alors, ce qui est répandu dans le marché, donc c'est Cucumber. Ce qu'il faut comprendre, c'est le framework qui automatise les tests Gherkin pour les technologies Java. Et il y a SpecFlow, et ça, c'est plutôt pour les technologies .NET. Donc, dans le concept, dans le principe, c'est le fonctionnement est le même. En fait, c'est la même démarche à suivre. Parfait. Là, on arrive à notre deuxième sondage qui aurait, je crois, 2 questions. Puis, je vous remercie d'avance de votre contribution. Hop. Parfait. Donc, on se donne 1 à 2 minutes. Donc là, je ne vois pas. Est-ce que vous voyez le... Oui, c'est parfait, Samia. Parfait, parfait. Là, je vois les votes qui commencent à... Parfait. Une 20... OK, on attend un petit peu encore. Ça continue de monter. OK. Donc, si vous permettez, je vais arrêter le sondage, puis on va voir les résultats ensemble. Parfait. Donc, c'est intéressant de voir ça. Donc, pour la première question, nous faisons du BDD quand on utilise Gherkin ou Cucumber. Alors, donc, ceux qui répondent, les 14 qui ont répondu faux, ben oui, vous avez raison. C'est faux. En fait, ce n'est pas parce qu'on utilise Gherkin ou Cucumber, comme je disais tantôt, pour formaliser nos scénarios ou Cucumber pour automatiser les tests qu'on est BDD. Pourquoi je dis ça? Donc, si, en fait, on est BDD quand on prend les scénarios tests et qu'on code à partir, on code le code à partir de ces tests. Et on peut très bien utiliser Gherkin ou Cucumber pour d'autres fins, même si on n'est pas dans la pratique BDD. Donc ça, il faut le garder en tête. Donc ce sont des utilitaires, des outils qu'on peut quand même utiliser comme le Gherkin, qu'il y a des équipes qui choisissent de formuler leurs critères d'acceptation en Gherkin parce que c'est un langage qui permet de formaliser, de garantir jusqu'à un certain niveau la compréhension commune. Pour la deuxième question, quand les scénarios Gherkin sont techniques, nous n'avons pas besoin d'impliquer le PO. Alors, effectivement, c'est faux. Bien que j'en ai 4 qui ont vrai. Pourquoi c'est faux? Alors, vous voyez, on a dit que le BDD, normalement, on est dans les tests à faire, c'est-à-dire on est orienté à faire. Et pourquoi c'est important d'impliquer le PO? Parce que souvent, l'équipe va se dire, mais c'est trop technique. Et à ce moment-là, c'est là que vous allez réaliser que peut-être que ce test-là devrait être automatisé au niveau API avec backend. On n'est pas dans le comportement, on n'est pas dans le fonctionnel. Ou alors, au contraire, peut-être qu'on a mal formulé et qu'il faudrait qu'on se force justement à reformuler nos scénarios pour qu'ils restent orientés besoins et affaires. Donc oui, il faut toujours impliquer le PO parce que c'est des patterns que j'ai vus souvent, ou souvent les devs, justement, quand c'est eux qui initient cette pratique. Donc on se dit, mais là, ça devient trop technique, trop technique. Fait qu'on ne refait pas le travail de base pour réaliser que, finalement, nos scénarios ne sont pas écrits, orientés à faire.
Merci beaucoup de votre contribution. Donc, j'arrête de partager les résultats. Donc, on continue. Parfait. Donc, ce qu'il faut retenir, donc les étapes du BDD, hein, pour dire c'est quoi les étapes principales. Donc, il y a l'étape 1 qui est donc nécessaire. C'est la phase où on explore et on comprend et justement un peu, finalement, l'atelier Three Amigos, il nous sert à faire cette première étape. Raffinement plus Three Amigos, on va dire. La deuxième étape, donc, c'est de documenter les scénarios en Gherkin, c'est-à-dire je fais le 2 après avoir fait le 1. Donc, mon 2 devrait être le résultat de mon 1. Par la suite, on a l'étape 3 qui est l'automatisation des scénarios. Et là, donc, mon 3, c'est donc une suite de mon étape 2. Donc, j'automatise mes scénarios dans le code, finalement. Je code à partir de ces scénarios. Donc, je poursuis. Donc, ça, c'est le parcours BDD bout en bout que nous, en fait, finalement, on propose ou qu'on met en place avec nos clients qui vont de l'avant avec cette approche. Donc, c'est sûr que le premier élément, c'est quand on arrive, OK, on est une équipe, on décide d'aller vers cette pratique. Le premier élément, c'est d'établir la vision commune de qualité dans l'équipe. Pourquoi? C'est-à-dire, si l'équipe décide d'aller BDD ou pas, ça va être important après, dans la boîte 2, d'intégrer ces habitudes dans le definition of ready et le definition of done. C'est toujours important de revenir là-dessus. Par la suite, hein, on l'a vu, on a eu des questions, le QA fait quoi et tout. C'est de s'entendre dans l'équipe qui fait quoi. Justement, dans cette pratique, il faut que ça soit clair. Le PO, à l'aide du QA, décrive les critères d'acceptation avant le raffinement. Le développeur, c'est lui qui automatise les scénarios. Le QA, c'est lui qui fournit les gherkins. Donc, il faudrait s'entendre sur qui fait quoi. Établir une stratégie de test. Alors, c'est important, vous l'avez vu. Donc, bien qu'on va en BDD, c'est important de penser aux autres tests qu'on n'a pas couverts. Et ça se fait soit dans le sprint planning ou dans vos gabarits. L'idée est de dire quel niveau de test, quel test qu'on doit faire pour avoir une couverture, l'équilibre parfait qu'on a parlé tantôt. Organiser des ateliers sur Amigos pour établir les scénarios de test et les formaliser en Gherkin. Puis, créer la structure de code en partant des scénarios. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est un parcours. Puis, on suggère toujours d'aller avec un pilote, c'est-à-dire de prendre un user story, de faire ce parcours, de voir est-ce qu'on a des gains en équipe, puis jusqu'à ce qu'on soit mature, puis on devient success. Donc, les ingrédients parfaits pour échouer. Alors, vous voyez, je vais vous les lire rapidement. Donc, c'est sûr, si on saute directement dans la pratique, sans maturité dans l'agilité, il y a de fortes chances à ce que la pratique ne va pas donner les résultats escomptés. Sauter dans la pratique sans compréhension 360 de l'écosystème. En d'autres termes, si une équipe, par exemple, son objectif est de faire du back-end, uniquement de back-end, alors c'est sûr qu'ici, là, le BDD, ce n'est pas la place. Laisser de côté les fondements des bases de tests agiles. Alors, c'est sûr, ce n'est pas parce qu'on va BDD qu'on va oublier tout ce qu'on sait sur les bonnes pratiques de dev et des tests agiles. En faire une pratique exclusive aux développeurs. Donc, c'est-à-dire que ce soit les développeurs qui initient la pratique, puis ils n'impliquent pas les autres. Ou à l'inverse, en faire une pratique de test exclusive au QA. Faire du BDD sans le TDD. Hein, vous avez vu, le test first approach. Fait qu'il faut maîtriser ces notions avant d'intégrer les notions du BDD. Ne pas impliquer les représentants d'affaires. Ne pas tester la pratique dans un projet pilote. C'est-à-dire de dire on va BDD, puis on le généralise partout. Et voilà, donc finalement, avant de se lancer dans cette pratique, il y a toujours des questions fondamentales à se poser et qui sont justement quel est le problème qu'on essaie de résoudre en implémentant cette pratique. Est-ce que les équipes maîtrisent assez les notions de test, finalement, les notions de base? Est-ce que les équipes ont une expérience avec le TDD? Est-ce que les récits sont bien découpés? Est-ce qu'on n'a pas de problème caché dans le design de la solution? Les principes de base de l'agilité sont-ils acquis? Donc, c'est comme un ensemble de questions qu'il faudra toujours se poser avant de se lancer. Samia, est-ce qu'en Oui? moyenne, ça prend combien de temps pour une équipe à être, je veux dire, confortable ou efficace dans l'application de cette nouvelle pratique-là? Alors, c'est sûr, moi, je dis toujours, c'est sprint 4 ou 5, mais c'est sûr que si l'équipe a de l'expérience déjà en amont, les individus, on va dire, ont déjà de l'expérience dans le TDD, dans les principes de test agile,
Donc, ça pourrait être plus tôt. Ça pourrait être on démarre le projet, puis on décide d'y aller avec. Mais si c'est une nouvelle équipe, puis il n'y a rien qui est maîtrisé, on va dire, on se donne jusqu'au sprint 5 pour apprendre toutes ces bases. C'est ça. Puis, donc, juste avant de redonner la main à Thalissa pour prendre les autres questions qui sont dans le Q&A. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Alitia, on offre donc des formations plus poussées donc, sur le BDD et le TDD, qui sont des ateliers finalement pratiques d'accompagnement sur 2 journées. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Vous aurez nos adresses courriel dans les slides, puis on va voir comment on peut vous aider là-dessus. Donc, Thalissa, je te redonne la main. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à toi, Samia et Michel. Ben, on est enfin à la fin de la présentation et on a quelques questions pour vous. J'ai quelqu'un qui a demandé, est-ce qu'on peut marier le BDD et le grooming? Alors, je ne comprends pas très bien la question, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Donc, alors, encore une fois, si on décide d'aller dans le BDD, ça veut dire que ça veut dire que tous les concepts qu'on a déjà mis en place dans l'agilité devraient rester. Donc, le raffinement devrait rester. Et ce n'est pas dans le raffinement qu'on va discuter des scénarios de test. C'est souvent trop tôt, parce que là, on définit généralement le besoin, on le précise. Donc, c'est complémentaire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est complémentaire. OK. Merci. Au pire des Okay. cas, si ce n'est pas bien répondu, vous pouvez être la bienvenue de mettre plus de questions dans la section questions et réponses. Il nous reste quand même du temps pour une petite question de plus. Il y a-t-il un impact sur les gestionnaires lorsqu'on l'approche du BDD est adoptée? Et si oui, quels sont les impacts? Alors, oui, c'est sûr qu'il y a un impact sur les gestionnaires. Quand je dis gestionnaire, souvent, c'est des rôles. Il y a le Scrum Master, il y a le Quality Manager, il y a le directeur de projet. Donc oui, alors l'impact, c'est qu'il faut comprendre que quand on se lance dans cette pratique, ça veut dire qu'il y a des moyens qu'on doit donner à l'équipe. On doit supporter l'équipe parce que les gains ne vont pas être observés tout de suite et il y a un investissement à mettre. Fait qu'il faut en être conscient. Et justement, les gestionnaires, on devrait aussi les accompagner. Il y a de la gestion de changement à faire. Mais il faut être conscient que c'est un investissement. Quand on comprend le pourquoi, il faut accepter d'investir, de patienter, de laisser l'équipe prendre de la vélocité pour enfin observer le résultat. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou pas? Donc oui, les gestionnaires devraient être partie prenante quand les équipes décident d'y aller de l'avant. Parfait, merci. Bon, on est arrivé malheureusement à la fin de notre session. Merci à tous pour votre participation à les sondages et bien écouté à Samia et Michel. Aussi, je vous invite à répondre au questionnaire à la fin. Vous allez voir sur votre écran, ça va apparaître quand j'ai fini la session. Et comme je vous ai mentionné au tout début, on vous envoie la présentation et l'enregistrement par courriel au plus tard demain. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.